Et c'est Guy Gendron, bienvenue à Tout le monde en parlait. Cette semaine, l'une des plus grandes contributions du Canada sur la scène internationale. Une force militaire placée sous le drapeau des Nations unies, les Casques bleus. Leur mission, séparer les ennemis pour favoriser la négociation. Une idée généreuse, celle de Lester B. Pearson, qui a transformé des dizaines de milliers de soldats en gardiens de la paix. Pour plusieurs, c'était un rêve, mais souvent, il a tourné au cauchemar, nous racontent Jean-Claude Leclotte et Dominique Fournier. Rétablir la paix dans le pays, comme ils disent, c'est une mission qu'un soldat doit faire. Je suis vraiment content. Forces armées canadiennes, si la vie vous intéresse. On a participé à toutes les initiatives des Casques bleus à travers le monde. On n'a pas manqué une seule. Rétablir la paix dans le pays, comme ils disent, c'est une mission qu'un soldat doit faire. Je suis vraiment content. Lorsqu'on m'a annoncé que je participais à ma première mission des Nations unies en 1969, oui, on va là avec l'idée d'aider les gens. Avant de partir en Bosnie, moi, je m'attendais vraiment à aider le monde. Quitte à prendre une arme à feu puis avoir à défendre la vie humaine là-bas, moi, je suis policier à Montréal, puis j'ai pris une année sans solde, en plus, pour l'expérience que moi, je voulais aller vivre là-bas, vraiment aider. Je crois fortement que essayer de redonner la vie ou sauver la vie, c'est peut-être plus valorable comme principe ou valeur militaire. En tout cas, c'était ça dans mon cas. Sauver les vies au lieu de prendre la vie. Les Serbes ont franchi un autre pas dans la provocation de la communauté internationale. 33 nouveaux casques bleus, des Britanniques cette fois, ont été pris en otage, dont 10 Canadiens. En 95, tout était beau. C'était l'année de l'ONU, c'était le temps de la Yougo. Chacun son beau passeport avec une belle photo. J'avais une calotte bleue, fallait-tu être niaiseux? Les casques bleus, j'avais l'impression qu'ils étaient aussi vulnérables que les Tutsis. Au milieu des années 90, les casques bleus frôlent le point de rupture. En Somalie, en ex-Yougoslavie, au Rwanda, on exige des réformes. Les Nations unies pensent à se doter de leur propre armée. Il faut donner aux Nations unies de vraies possibilités de réagir rapidement. Pourtant, en 1956, l'histoire des casques bleus avait bien commencé. Je suis assise sur un sofa, c'est moi, avec ma grand-mère et mon grand-père. C'était à Sussex Drive, à la résidence du premier ministre. Hilary Pearson est la petite-fille de Lester B. Pearson, l'ancien premier ministre canadien. C'est lui qui a eu l'idée des casques bleus. Je souhaite donc la bienvenue à nos nouveaux collègues. M. Pearson, sous-secrétaire d'État des Affaires étrangères, représentant du Canada. En novembre 1956, Lester B. Pearson est alors ministre des Affaires étrangères du Canada. Hilary Pearson se rappelle que son grand-père craint alors qu'une troisième guerre mondiale ne détruise le monde. Les deux guerres mondiales, la première et la deuxième, lui ont appris qu'il fallait à tout prix avoir un système de sécurité collectif. Et pour avoir ce système, il fallait une force collective, une force de policiers, en fait, et c'était les casques bleus. La crise du canal de Suez, qui oppose l'armée de l'Égypte aux armées de la France, de la Grande-Bretagne et d'Israël, risque alors de dégénérer en guerre mondiale. Il avait constaté les effets horrifiques d'un combat mondial et pour lui, c'était toujours important d'essayer de calmer les conflits régionaux avant que ces conflits-là deviennent des conflits à l'échelle de la planète.
Pearson reçoit l'appui des États-Unis et de l'Union soviétique. Tous deux craignent de se faire entraîner dans une escalade nucléaire qui mènerait à l'apocalypse. A plan for the setting up, with the consent of the nations concerned, of an emergency international United Nations force to secure and supervise the cessation of hostilities in accordance with the terms of the above resolution. L'idée de Pearson est acclamée. En 1957, il reçoit le prix Nobel de la paix. À l'automne de 1957, le nom de M. Pearson figurait officieusement sur la liste des candidats au prix Nobel de la paix, car la force d'urgence des Nations Unies, dont notre ancien ministre des Affaires extérieures avait fait accepter l'idée l'année précédente, avait rétabli la paix entre Israël et l'Égypte. Il y voyait la réalisation soudaine d'un rêve qu'il osait à peine caresser. Mais en Égypte, l'idée de Pearson a d'abord rencontré une vive opposition. Le président Nasser refuse le déploiement des soldats canadiens. Ceux-ci ne peuvent être distingués par leur uniforme des soldats britanniques. Or, on sait que des milliers de casques de la Deuxième Guerre mondiale dorment dans des remises. Il n'y a qu'à les peindre en bleu. Le casque bleu deviendra le signe distinctif des soldats des Nations Unies. Les casques bleus, c'était un outil important de la diplomatie. On pouvait utiliser cette force pour calmer le conflit, pour ensuite continuer ou entamer des négociations. Et c'est enfin les négociations qui amènent la paix. Les casques bleus sont sollicités un peu partout dans le monde. C'est le cas notamment au Congo en 1960. 20 000 casques bleus tentent d'y établir la paix. Parmi ces derniers se trouvent 200 soldats canadiens, responsables des communications. Les casques bleus quittent une première fois le Congo en 1964, sans toutefois pouvoir pacifier le pays. Vient le jour où l'on retourne chez soi. Parmi les souvenirs, une médaille pour 6 mois de loyaux services. Mais également des images d'une immense tristesse. Chômage, famine, maladie, haine, atrocité. Images qu'ils s'empresseront de les oublier. Des images qu'ils oublieront vraiment? 250 casques bleus sont morts au Congo. Plus de 1% des effectifs de la mission. Il y a eu aussi le secrétaire général de l'ONU, Dag Hammarskjöld, mort dans un écrasement d'avion. C'est sans compter les 100 000 victimes civiles au Congo entre 1960 et 1965. Après la pause, l'image des casques bleus, un outil de recrutement pour l'armée. Mais par manque de moyens, ils deviennent la cible des belligérants. Les missions des casques bleus, comme tout l'appareil des Nations Unies, vont devenir de plus en plus dysfonctionnelles. Victimes du fonctionnement paralysant du Conseil de sécurité. Au moment de la création de l'ONU, les grandes puissances victorieuses de la Deuxième Guerre mondiale se sont fait la part belle. Ils se sont donné des droits de veto. C'est-à-dire que n'importe laquelle de 5 puissances peut bloquer n'importe quoi au Conseil de sécurité en disant non. Quand vous aurez terminé vos études secondaires, où est-ce que vous irez? Malgré ses faiblesses à la fin des années 60, les publicités de l'armée canadienne utilisent l'idée du soldat gardien de la paix comme instrument de recrutement. Les forces canadiennes utilisent leurs compétences dans le monde entier pour faire respecter la paix. Les forces armées canadiennes, si la vie vous intéresse. Je suis allé me promener à London, j'ai passé devant un centre de recrutement, j'ai décidé de rentrer. Plusieurs jeunes Canadiens répondent à l'appel, dont Alain Foran. Il devient un officier du Royal 22e Régiment. Alors, lorsque je suis arrivé à Valcartier, j'ai été affecté au 2e bataillon. Puis c'est là que j'ai su, on était en exercice à Gagetown, que dans 6 mois, on partait pour Chypre, au mois de mars 1969.
Depuis 1964 à Chypre, les casques bleus ont pour mandat de maintenir la paix entre chypriotes grecs et turcs qui se battent pour le contrôle du territoire de l'île. En 1969, alors j'étais commandant de peloton. J'avais à peu près 38 hommes sous mon commandement. Et puis, on passait 6 semaines dans la zone de séparation entre les chypriotes grecs et les chypriotes turcs. Puis c'était dans les montagnes de Kérinia. En 1969, Alain Foran a de la chance. Le conflit chypriote vit une accalmie. Vous aimez le pays? Alors, j'aime le pays. Le pays est bien beau, bonne température, tout. Une petite vie tranquille. C'est ça. Pas trop fort. Pas travailler trop fort. En 1969, c'était quasiment le paradis terrestre. Chypre, c'est une île fantastique. On a eu, que je me rappelle, moi, j'ai eu 4 incidents en tout et pour tout pendant les 6 mois que j'ai été là. Mais en 1974, Alain Foran est déployé de nouveau à Nicosie, la capitale de Chypre. Le paradis qu'il avait connu a disparu. L'armée de la Turquie vient en effet d'appuyer les Chypriotes turcs. La guerre reprend, prenant les casques bleus au dépourvu. Il manque de moyens pour contenir les violences, à commencer par de l'équipement adéquat. L'équipement qu'on avait, c'était pas de l'équipement où on pouvait imposer la paix. C'était l'équipement qui nous permettait d'aller du point A au point B, malgré que beaucoup de nos patrouilles qui se faisaient soit à bicyclette ou à pied. Si je vous donne une idée de l'équipement qu'on possédait, on avait 6 mitrailleuses lourdes, 4 canons sans recul et 8 mortiers. Alors ça, c'était tout l'équipement militaire là, qui a une certaine force de frappe. Quand je suis allé à Chypre, moi, ce que je trouve qui nous a manqué un petit peu... Le soldat Denis Perrier est déployé à Chypre en 1987. Je trouve qu'on n'était pas vraiment équipés là, au niveau l'équipement, les véhicules, l'armement, ainsi que l'entraînement. Pour expliquer cette défaillance logistique, nombreux sont ceux qui montrent du doigt le siège des Nations unies, à New York. Les Nations unies, un des problèmes, malheureusement, qui existe, c'est qu'il y a un administrateur qui est nommé pour une mission, puis c'est lui qui contrôle l'argent. Celui qui était responsable des opérations, le militaire, bien, il dépend de cet individu-là pour avoir les ressources. Et puis la logistique, souvent, n'est pas toujours au rendez-vous. C'est jamais en fonction des besoins des militaires, c'est toujours en fonction du montant d'argent qu'il y a disponible. Autre défaillance cruciale, les casques bleus ne peuvent utiliser les armes à leur guise, même pour répliquer s'ils sont attaqués. Ce qu'on appelle les règles d'engagement sont très contraignantes et même souvent dangereuses. Mon peloton de reconnaissance était en plein milieu de Nicosie. Et puis, nous, on nous a donné l'ordre, parce que ça a commencé à tirer des deux côtés, de se promener avec le drapeau des Nations unies et puis de dire aux belligérants d'arrêter de tirer. Mais étant donné que notre drapeau bleu était comme une identification, on dirait que ça les attirait. Alors, j'ai eu 4 blessés la première journée de l'invasion turque. Les règles d'engagement étaient très molles, entre parenthèses, si je pourrais dire. Parce que personnellement, à Chypre, j'ai été pointé au moins à 4 reprises, que je sais, là. On voulait me faire peur un petit peu, là, je sais pas. Les règles d'engagement, là, me permettent pas là, de lever mon arme puis de tirer sur l'individu, même si je suis pointé directement. Fait que je trouve qu'au niveau des règles d'engagement, c'est un petit peu faible. Presque 50 ans après le début de leur déploiement initial, les casques bleus sont toujours stationnés à Chypre. Hilary Pearson se souvient que cette impasse décevait son grand-père. À la fin de sa vie, il était professeur à Carleton. Il menait des cours pour les étudiants, surtout au niveau de la maîtrise ou du doctorat. Il parlait dans ses cours des casques bleus comme à ce moment-là, toujours un outil important pour les Nations unies, mais il voyait aussi que dans les cas où, comme Chypre, les casques bleus ont resté là depuis des années et des années, oui, pour garder la paix, mais sans résolution du problème politique, en fait. Et c'était un échec de garder pour une si longue période une force policière. Une force policière, en fait, c'est là pour
pour calmer les choses, pour arrêter la violence, pour arrêter les conflits. Mais après qu'on arrête les conflits, on ne reste pas là pour séparer les deux combattants en permanence. À ce moment-là, c'est un échec. Malgré tout, les successeurs de Pearson, dont l'ancien premier ministre canadien Brian Mulroney, continuent d'appuyer avec enthousiasme les casques bleus. M. Pearson avait commencé la création, d'abord, le déploiement de nos troupes en fonction des besoins des Nations unies. Et j'ai décidé de continuer cette politique parce que je la considérais avantageuse pour les Nations unies, pour les pays bénéficiaires et pour le Canada. Durant mes 9 ans au pouvoir, le Canada a répondu à l'appel des Nations unies chaque fois. Après la pause, les casques bleus sont couverts d'honneur alors que la guerre froide prend fin. On s'attendait à un monde plus calme. Ce sera tout le contraire. La semaine prochaine, la suite de ce regard sur les casques bleus. Le coût des échecs est énorme et le retour à la maison, parfois mission impossible. À la fin des années 80, les casques bleus jouissent d'un grand prestige. En 1988, ils reçoivent le prix Nobel de la paix. L'organisation dans son ensemble, le secrétariat est très fier de ce qu'on a obtenu aujourd'hui. Parce que nous trouvons que c'est une rétribution que nous méritions depuis longtemps. À cette époque, le contexte international est bouleversé. Le mur de Berlin tombe. L'Union soviétique s'écroule. La guerre froide entre Washington et Moscou cède sa place à la coopération. Le 31 janvier 1992, l'histoire s'écrit aux Nations unies. Les 15 chefs des États membres du Conseil de sécurité décident de faire la guerre à la guerre. Place à la fin des vétos, à la diplomatie préventive, à l'action contre les conflits. Ce que nous avons souhaité depuis longtemps, c'est que les Nations unies puissent aller au-delà des opérations de maintien de la paix telles qu'on les a connues pour jouer un rôle plus actif dans la prévention des conflits et dans la résolution des conflits. Ça veut dire des casques bleus, pas seulement après la bataille pour empêcher que ça recommence, ça veut dire davantage de médiation pour mettre fin aux conflits et peut-être l'envoi de troupes pour empêcher que les conflits commencent, parfois même à l'intérieur de frontières d'États souverains comme l'Irak ou la Yougoslavie. Au Rwanda, qui est au bord d'une guerre civile, ce nouveau rôle des casques bleus soulève de grands espoirs. En fait, on attendait la pacification du pays parce que ça n'allait pas très bien. On attendait que la communauté internationale aide à mettre sur pied le partage de pouvoir. Dans la capitale, à Kigali, on était rassurés que ça, étant donné que c'était vraiment la communauté internationale qui était sur place, on était vraiment sûr que finalement on va avoir la paix, on va avoir la tranquillité et puis on allait avoir des institutions démocratiques. On attend beaucoup des casques bleus. Mais est-ce bien réaliste? Une mission des Nations unies, si vous parlez de maintien de la paix, c'est qu'il y a des ententes qui sont faites entre deux pays où ils ont des armées qui sont plus ou moins disciplinées, qui respectent ces ententes-là. On place les Nations unies entre les deux belligérants pendant que les diplomates et les politiciens essaient d'en arriver à une solution. Mais la journée que vous êtes là pour imposer la paix, là, c'est un autre paire de manches complètement différent. On avait les mêmes menottés et pas à peu près au niveau de la réplique. Si on se faisait tirer dessus, s'il y avait des civils qui se faisaient tirer dessus même, on était limité par rapport à comment on pouvait intervenir. Quand nous avons appris qu'il y a 10 casques bleus belges qui ont été tués, là, j'ai commencé à me poser des questions, à me dire que
non, ils ne pourront rien faire pour nous. S'ils n'ont pas pu faire quelque chose pour sauver leurs soldats, leurs militaires, ils ne pourront rien faire pour nous. Ça, c'était clair. Pour les casques bleus, les années 90 se transformeront rapidement en enfer. La Somalie, le Rwanda, l'ex-Yougoslavie sont des échecs retentissants et la vie des soldats de la paix est profondément bouleversée lorsqu'ils reviennent chez eux. C'est cela vraiment le projet de sa vie après la Deuxième Guerre, que c'était pour éviter d'avoir une troisième guerre et même à ce moment-là, évidemment, une guerre nucléaire. On parlait, on se disait, s'il arrive quelque chose, là, on est carrément de la chair à canon. Si on se faisait tirer dessus et que notre vie était en danger, seulement là, on avait le droit de répondre au feu.